Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre invité qu'on vous présente ce soir exceptionnellement à partir du studio 7 de Canal Algérie. On s'intéresse ce soir au secteur de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale avec le premier responsable du secteur, Monsieur Mourad Zemmali, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, qui nous fait l'honneur de nous avoir accordé sa première interview télévisée. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors, on va commencer avec un sujet brûlant de l'actualité, avec votre département qui a sommé très récemment les syndicats autonomes approuver tout simplement leur représentativité avant le 31 mars dernier. Alors, certains parlent d'un rappel à l'ordre avec les derniers mouvements de grève qu'a connu la fonction publique notamment, et d'autres craignent des limitations tout simplement dans les activités ou la liberté syndicale. Qu'en est-il réellement ? Merci, madame. Ce qu'il faut savoir, l'article 70 de la Constitution stipule le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Donc ça, c'est clair, c'est un principe pour répondre à ceux qui disent c'est une atteinte à la liberté syndicale. Donc la Constitution consacre le droit syndical. Deuxième chose, la création d'un syndicat obéit au dispositif de la loi, au respect disposition de la loi 90-14. Donc c'est cette loi qui organise la création de syndicats et leur fonctionnement. Et là, j'invite les citoyens de consulter cette loi. Elle se trouve au niveau du site de notre ministère pour comprendre de quoi il s'agit. Le ministère de l'Emploi, de la Sécurité, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a rappelé l'obligation des organisations syndicales de communiquer avant le 31 mars, comme il est stipulé dans la loi, les éléments permettant d'apprécier la représentativité. Et là, soit la liste des adhérents, soit il nous prouve qu'il a 20% au niveau du comité de participation, par exemple dans le secteur économique. Donc, cette mesure, c'est l'application de la loi, ni plus ni rien. Elle a été décriée un petit peu dans le délai, puisque le communiqué est sorti le 8 mars. Le 31 mars, tout le monde devait s'aligner. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela ? Le délai, madame, c'est la loi qui prévoit, le 31 mars. Là, oui, mais par rapport au délai imparti, donc... Non, toutes les organisations syndicales doivent transmettre au ministère du Travail avant le 31 mars cette situation. Donc maintenant, les gens, par exemple, il y a des gens qui demandent de prolongation de délai. Oui. Ça ne sert à rien de prolonger le délai. Au 31 mars, si vous n'avez pas les éléments ou si vous ne représentez pas les 20%, vous pouvez les présenter le 15 avril, à fin mai. Ce qu'il faut savoir, c'est entre le 31 mars jusqu'à que vous présentez les éléments de représentativité, vous ne pouvez ni négocier, ni les revendiquer. Mais vous pouvez faire des activités pour sensibiliser les travailleurs d'adhérer à votre syndicat pour atteindre les 20%. Les 20%, c'est pour dire que ce syndicat est représentatif. Parce que le syndicat, quand il revendique, quand il négocie, il parle au nom d'un collectif. Oui. S'il ne représente pas, s'il n'a pas minimum 20%, donc là, il y a un problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire justement ? Vous dites qu'il y a un problème. Est-ce que la loi n'a pas été respectée pendant ces dernières années, puisqu'il y a un foisonnement effectivement de syndicats autonomes, de collectifs qui initient des mouvements de grève, qui négocient avec la tutelle et qui arrivent donc à leur but sans représentativité ? C'est ça qui s'est passé ? Je vais vous dire qu'est-ce qui nous a motivés, nous, à aller vers cette annonce, à donner plus de détails, comment présenter le document de représentativité. À titre d'exemple, 5 syndicats dans le secteur de l'éducation, il y a 13 syndicats. 5 syndicats dans le secteur de l'éducation, ils nous ont communiqué le document pour justifier la représentativité. Donc, ils ont communiqué des documents, une feuille, le nombre et le montant. Ça ne va pas nous permettre d'apprécier cette représentativité. Il y a des critères, des conditions. Quand on fait le total de ces 5 syndicats, ils dépassent le nombre de travailleurs du secteur d'éducation. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 13
Donc les autres, quand ils vont déposer leur don. Donc pour cela, on a demandé à ces syndicats, il était temps de faire un bilan, de faire un assainissement, et même c'est bénéfique pour eux. Comme ça, il saura s'il représente la majorité ou 20%, sinon il va encore travailler pour s'organiser, pour être représentatif. Alors, avant de parler des résultats de l'assainissement que vous citez, à propos de la représentativité, 20%, certains syndicats le considèrent comme étant le taux le plus fort de la région, comparé à nos pays voisins. Qu'est-ce que vous dites sur cela? Moi, je ne veux pas discuter sur le taux. Il peut être fort, il peut être faible. L'essentiel, actuellement, c'est la loi. Pour l'instant, tant que cette loi existe, il faut la respecter. Ces gens-là, quand ils ont déposé leur dossier pour créer leur syndicat, ils savaient tout ça. Et ils ont mentionné ça dans leur statut. Donc là, on respecte la loi jusqu'à, s'il y a un changement, on changera cette... Alors aujourd'hui, est-ce qu'on connaît le nombre de syndicats qui sont représentatifs, suffisamment en tout cas? Je vais parler des syndicats qui ont déposé au moins les documents qui nous permettent d'apprécier la représentativité. Il y a 16 syndicats qui ont déposé des dossiers suivant la forme demandée. Sur combien de syndicats? Il y a 65 syndicats de travailleurs et 36 syndicats de patronat. Donc, les syndicats de travailleurs, donc il y a 16 syndicats qui ont déposé le dossier et ont respecté la forme, c'est-à-dire le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale pour vérifier s'il n'y a pas un double emploi. Il y a 4 syndicats qui ont déposé, plutôt 8 syndicats qui ont déposé des dossiers, mais qui n'ont pas respecté la forme. Donc on les a contactés pour dire une seule feuille, le nombre et le montant, ça ne permet pas d'apprécier votre représentativité. Il faut respecter le canevas, donc il faut nous donner la liste pour savoir. Parce que nous, une fois la liste elle est transmise au ministère du Travail, on va travailler avec les différents secteurs pour vérifier. Chaque direction, chaque employeur, il va vérifier est-ce qu'effectivement cette personne travaille chez lui. Et on va vérifier, on prend, est-ce qu'il ne marche pas sur 2 ou 3 syndicats et ça c'est strictement interdit. Est-ce que vraiment il a cotisé? Donc c'est un travail. Donc nous, si on a insisté sur une application informatique, tout ça c'est pour faire la précision et l'efficacité. Donc il y a 8 syndicats qui ont déposé, ils n'ont pas respecté la forme, donc on les a saisis, on leur a rappelé la forme. Il faut respecter cette forme. Et par rapport aux employeurs, il y a 4 syndicats. Donc, c'est-à-dire, il y a à peu près... qui ne sont pas conformes. Qui ne sont pas... Non. 4 syndicats qui ont déposé au niveau des employeurs. Et 4 syndicats qui ont demandé... on va insister sur les syndicats de travail parce que c'est ça donc, il y a 4 syndicats qui ont demandé une prolongation de délai. Donc on leur a demandé, ça ne sert à rien, donc vous pouvez le déposer au 15, à la fin du mois, le mois prochain. L'essentiel, en attendant, vous n'avez pas le droit de négocier. Donc en tout, il y a 32 syndicats qui ont répondu sur 65. Donc c'est-à-dire, il y a à peu près 33 syndicats, et effectivement, il y a des syndicats qui n'ont jamais activé. Ils ont été créés depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils n'ont pas activé. C'est le moment de faire un assainissement et que dans l'environnement syndical... Et pour les syndicats qui seront considérés comme étant non représentatifs, à partir de là, il va y avoir des mesures non, il n'y a pas de qui seront prises à long... Si ces syndicats continuent de pratiquer justement l'activité syndicale... Par titre d'exemple, il y a un syndicat a fait un préavis de grève et lui, il n'a pas cette représentativité. Voilà. Là, c'est strictement interdit. Nous, la liste va être transmise au niveau des organismes et aussi au ministère de la Justice. Donc là, si un syndicat fait un préavis de grève ou fait une revendication, il n'est pas sur la liste des syndicats représentatifs, donc automatiquement, il y a un rejet. Et aussi, moi, je profite de l'occasion, d'ailleurs, on va communiquer la liste des syndicats qui ont déposé les éléments de leur représentativité. C'est pour que les citoyens et les travailleurs ne tombent pas dans l'illégalité.
Parce que si un travailleur suit... Et dans la désinformation aussi. Bien sûr, parce Souvent, que nul n'est censé ignorer la loi, une fois elle est communiquée. Alors, un mot, puisqu'on parle de syndicats, un mot sur le futur code du travail, ce qu'il va apporter de pertinent dans la législation du travail et où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, Madame, merci pour cette question. Les événements qu'a vécu le monde du travail ces derniers temps a donné raison à ce qu'il ne faut pas se précipiter et faire un texte qui sera peut-être dans une année, 2 ans, on sera obligé de le changer. Pour cela, moi, je dis premièrement, il n'y a pas un vide juridique au niveau législation de travail. Donc c'est cette législation qui a permis le pluralisme syndical. Il y a une réflexion, donc il y a un avant-projet qui a été transmis à tous les partenaires pour donner leur avis. Le monde du travail change. Les relations de travail changent avec l'introduction de la technologie. Donc parfois, des personnes travaillent à leur domicile. Il n'y a pas de contact. Donc toutes ces choses-là, on va les prendre en considération et on va préparer un texte qui sera valable pendant plusieurs années. Un texte qui évite et tous les problèmes qui ont eu ces derniers temps dans le monde du travail. Les contentieux. Voilà. Et donc il n'y a pas encore de délai Non, il n'y a pas de délai. Moi, je dis, il serait vraiment... c'est très sage de prendre tout son temps pour préparer un texte qui répond à ces questions. Très bien. On va passer à l'emploi. Alors, fin 2017, le taux de chômage s'établissait à plus de 11%. C'est plus que l'année précédente. Alors, en soi, ce n'est pas un taux très alarmant, mais lorsqu'on le décortique, on se rend compte que plus de 70% des chômeurs sont des jeunes, les femmes étant les plus touchées, et 6 sur 10 demandeurs d'emploi sont des chômeurs de longue durée. Donc, cette équation reste sensiblement la même à travers les années. Pourquoi on n'arrive pas à la résoudre? Premièrement, ce qu'il faut savoir, la question de l'emploi et la résorption du chômage est intimement liée à la dynamique de croissance économique. Ça, c'est clair. Et aussi à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée qui peut répondre aux besoins du marché. Ce qui nous fait défaut dans certains c'est ce qui fait défaut. Secteurs stratégiques. Heureusement, on est en train de rattraper le retard. Donc le secteur de la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, ils sont en train d'orienter les formations vers les besoins du marché de travail. Et ça, d'ailleurs, au niveau de l'ANEM, il y a des statistiques. Les diplômés de la formation professionnelle, dans un délai moins d'une année, ils trouveront un poste de travail. Contrairement à ceux qui n'ont pas une formation ou ceux qui ont une formation qu'on ne trouve pas au niveau du marché de travail. Mais à la base, le plan de lutte contre le chômage faisait une priorité de lutter contre le chômage des jeunes. J'arrive, madame. Et là, les lignes n'ont pas vraiment bougé. Si. Si on compare de 2000, on était à 30% de taux de chômage et à peu près 50% au niveau des jeunes. Maintenant, on y est à 11,7 et au niveau des jeunes, on est à peu près à 28,3. Et je corrige, il y a une diminution par rapport à... Parce qu'il y a septembre et avril. Il y a 2 dates. Donc, mois de... Moi, je parlais de 2016. Hein. Oui, non, je parle de 2017. Il faut parler de 2017. De l'année précédente. Voilà. Donc, moi, je parle de... Parce qu'on prend... Chaque fois, on compare par rapport à la campagne de... En avril, il était à 12,3. Maintenant, il est à 11,7. Il y a une diminution. Et au niveau pour les jeunes, il était à 29,7. Maintenant, il est à 28,3. Donc, en parlant des jeunes, le plan de promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage qui a été adopté en 2008, parce que c'est ça la stratégie de l'Algérie dans le domaine de l'emploi. Et ça fait 10 ans que ce plan a été adopté, justement. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La preuve, s'il n'y avait pas ce plan, s'il n'y avait pas les dispositifs, on va en parler, le chômage, peut-être aujourd'hui, il est à 20. Parce que quand on voit le nombre de jeunes qui ont créé leur micro-entreprise, le nombre d'emplois créés par ces jeunes, s'il n'y avait pas ces dispositifs, donc maintenant le taux il sera plus élevé que cette... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui doutent très souvent des chiffres
de l'ONS concernant le chômage chaque année. Ces chiffres sont remis en question par certains bureaux d'études ou autres organisations. Ils disent qu'ils ne reflètent pas la réalité, notamment parce que ce sont que les inscrits de l'ANEM qui sont pris en considération. Ah ben, je vais vous surprendre. Premièrement, l'ONS, elle a une méthode dictée par le Bureau international du travail. Donc il y a un sondage, donc il y a des questionnements et ils font des analyses, ils donnent ce taux. Au niveau de l'ANEM, on a des demandeurs de l'emploi et des offres et des demandes qui ne sont pas satisfaites. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Le taux donné par l'ANEM, il est inférieur par rapport au taux donné par l'ONS. Parce que l'ONS, elle fait un sondage. Le sondage, il y a une partie vraie, une partie fausse, donc on est obligé. Deuxièmement, l'ONS, quand on parle de taux de chômage, c'est des jeunes entre 16 et 24 ans. Oui. La société algérienne, on la connaît, on est des Algériens. Qui laisse son enfant de 16 ans travailler? Donc, si on applique des paramètres propres à l'Algérie, je vous garantis que le taux sera encore plus faible que ça. Inférieur. Inférieur. Il y a 2 jours, j'étais à Tarf, la wilaya de Tarf, l'Oued et Soukaras et les Tbessal, donc les wilayas frontalières. Le taux de chômage, c'est une moyenne de 7 au niveau de ces wilayas. Donc il varie le taux de chômage. Donc je reviens au plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Moi je vous dis, ce plan, grâce premièrement, parce que ce plan, il a un axe concernant la formation emploi, donc orienter la formation vers la demande de marché de l'emploi, et un deuxième axe, encourager l'investissement, oui, ce qui est en train de se faire maintenant. Donc, surtout ce qu'on voit actuellement, l'industrie mécanique et donc l'agriculture. Donc il y a un encouragement envers cette... Mais il y a des wilayas qui connaissent ce qu'on appelle un chômage de masse, puisque le tissu industriel n'y est pas très, très dense, comme pour d'autres wilayas. Justement, il y a un problème en matière d'équilibre régional, en matière d'emploi. Oui, parce que d'ailleurs, la visite à Wilaya Tarf, on a rassemblé les responsables, ça va répondre à votre question, on a rassemblé les responsables de l'emploi des wilayas limitrophes, donc les wilayas frontalières, oui, parce qu'il n'y a pas un tissu industriel, donc les jeunes ne trouvent pas de travail, pour trouver une nouvelle stratégie, oui, envers surtout les communes. Alors, quel genre de mesures spécifiques, hein, comme vous l'avez dit? Vraiment, tout le monde était d'accord, parce qu'on a associé même des associations des jeunes avec nous pour arrêter cette stratégie. Tout le monde est d'accord. La solution, c'est l'entrepreneuriat. C'est premièrement faire un recensement des richesses de ces régions pour promouvoir ces richesses et aussi de recenser les chômeurs avec leur qualification et voir est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre la formation de ces jeunes et cette richesse qu'il faut promouvoir. Et là, intervient un deuxième secteur, c'est le secteur de la formation professionnelle, c'est donner des formations complémentaires à ces jeunes. Il y a des jeunes universitaires qui peuvent créer des micro-entreprises, mais ils n'ont pas la formation, la qualification qu'il faut en relation avec l'activité. Donc il y a toute une solidarité intersectorielle pour orienter ces jeunes-là vers l'entrepreneuriat. Et c'est dans ces régions-là, on l'a constaté, il y a beaucoup de richesses qu'il faut promouvoir. Il y a une jeunesse qui est là. Donc, il y a des dispositifs qui accompagnent ces jeunes, que ce soit un accompagnement sur la création d'entreprises, un accompagnement sur le financement, un accompagnement même un accompagnement sur post-création pour permettre à ces gens-là à trouver un plan de charge ou à commercialiser leurs produits. Alors, avant de revenir en détail un petit peu sur les bilans de ces dispositifs de création d'entreprises, moi j'aimerais qu'on reste un petit peu encore sur l'emploi par rapport à la perte
de l'emploi, puisque les effets de la crise économique que l'on vit actuellement a eu bien sûr ses effets sur le secteur. Est-ce qu'aujourd'hui nous perdons plus d'emplois que nous n'en créons? Non. Il y a certains secteurs où on perd l'emploi. Alors, je vais vous donner des chiffres qui ont été communiqués par votre département. Entre la perte nette et la création nette en avril 2017, près de 100 000 emplois créés et 175 000 postes d'emploi perdus. Ce sera entre 2016 et 2017. Avril 2017, voilà, c'est le bilan de l'ONS. Voilà, donc moi je parle de septembre 2000, parce que les pertes d'emploi entre 2016 et 2017, c'est connu, il y a une crise financière, oui. Donc il y a un problème qui a touché le secteur BTPH, parce qu'il y avait un problème, particulièrement, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, donc il y a eu une baisse, il y a des chantiers qui se sont arrêtés, il y a un gel, donc automatiquement le recrutement s'arrête. Mais ce qu'on a constaté en septembre 2017, donc il y a des secteurs où la création d'emplois a augmenté, il y a des secteurs où a diminué, mais le nombre d'emplois créés par rapport au nombre d'emplois, donc un nombre d'emplois par exemple arrêtés, donc la formule c'est positif. Donc il y avait le solde est positif. Solde est positif. Donc le secteur des services, on constate qu'il y a une diminution de création d'emplois. Le secteur des services. Le secteur de l'industrie, il y a une stagnation entre avril et septembre, entre septembre et avril. Par contre, le secteur de l'agriculture et le BTPH, donc ils ont créé plus d'emplois durant entre avril et septembre. Mais des emplois non pérennes, on le sait. Il y a une fragilité, il y a une précarité de l'emploi dans ces deux secteurs. Maintenant, on ne parle plus d'emploi pérenne. C'est l'employabilité. Dans le secteur du bâtiment, on ne peut pas parler d'emploi pérenne. Vous avez un emploi dans un chantier, le délai est 12 mois, quand le chantier termine, il faut arrêter, il faut trouver d'autres chantiers. Donc moi, je préfère parler de l'employabilité, préparer nos jeunes à travailler dans plusieurs secteurs, à bouger, ne pas rester dans la même région, dans la même spécialité. Parce que dans le monde entier, la majorité d'emplois créés, c'est des emplois si on veut, c'est des contrats à durée déterminée. Oui, dynamique. Donc. Dynamique, voilà. Alors, sur 10 ans que le plan d'action, on le disait, pour l'emploi et la lutte contre le chômage a été adopté avec ces dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle, le bilan est plutôt mitigé, avec un taux d'intégration durable faible pour les dispositifs DAIP notamment, faible engouement des employeurs aussi, et les incitations au recrutement ne sont pas satisfaisantes. Ça, ce sont les déclarations d'un cadre de votre département. Alors, est-ce que ce dispositif, assez coûteux, a manqué de vision parfois? Moi, j'ai une autre approche. Moi, je dis le bilan, il est... Parce qu'il faut le prendre d'un point de vue macro. Par exemple, les dispositifs d'insertion des jeunes, DIP, qui a été lancé en 2008, on avait un chômage très élevé des jeunes et des jeunes diplômés. Un jeune qui n'a pas d'expérience, c'est très difficile de trouver un travail. Donc l'État a mis en place un dispositif... Nous avons un chômage d'insertion d'ailleurs. Voilà, d'insertion. Donc l'État a mis en place un dispositif pour insérer les jeunes, donc avec une participation prise en charge on va dire, un pré-salaire. Comme ça, l'entreprise, elle est encouragée à recruter. Le jeune, pendant 2 ans, 3 ans, donc il a acquis une expérience. 3 ans renouvelables. 3 ans renouvelables. 3 ans renouvelables. Et là c'est un problème. J'arrive. Parce qu'il y a des abus. J'arrive. Donc, à peu près depuis 2008 jusqu'à fin 2017, il y a à peu près 2 300 000 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. Actuellement, il y a 400 000 qui sont dans le pipe. Il y a à peu près 500 000 qui ont été permanisé. Placé, oui. Le reste, soit il est orienté ou il a créé sa micro-entreprise, soit il a trouvé un autre poste de travail ailleurs. Je vous dis, comme quoi, si on veut évaluer, je parle des 400 000 par rapport à 2 millions. Mais est-ce que les choses sont aussi faciles et malléables que vous le dites? Trouver un travail aujourd'hui n'est pas chose aisée, on le sait. Partout, dans tous les pays, même dans les pays développés, oui. C'est pas aisé, c'est ça. Donc c'est ça. Mais moi je reviens à dire que est-ce que ce dispositif a réussi ou a échoué? Je dis il a réussi. Le fait que 500 et quelques mille, ils ont été permanisés et
on n'a que 400 000 sur 2 millions, c'est-à-dire les 25% sont toujours dans le pipe. Et ces 25% qui restent dans le pipe, c'est surtout dans le domaine de l'administration, dans le secteur de l'administration. Pour cela, on a gelé les placements dans le domaine de l'administration parce que l'administration ne recrute plus. Non, et elle obéit à un système de concours. Donc il doit passer son concours, donc automatiquement c'est très difficile. Le secteur économique, on constate qu'il y a des permanisations. Pour cela, moi, pour le DIP, je dis que c'est une réussite. Maintenant, mais par rapport aux abus, justement, 3 ans renouvelables, ça peut aller jusqu'à parfois 8 ans sous le DAIP. Les bénéficiaires se plaignent justement de certains abus de la part de leurs employeurs et beaucoup parlent aujourd'hui de réformer ce dispositif. Oui, il est temps de réformer ce dispositif. Y compris le CTA d'ailleurs. Voilà, il est temps de réformer ce dispositif et c'est légitime quand ces jeunes disent que je suis depuis 3 ans, 4 ans, 6 ans dans le même dans le cadre de ce dispositif parce que l'âge quand il était jeune 12 000 dinars, 8 000 dinars il peut donc c'est un argent de poche mais une fois il se marie c'est très très difficile et nous comprenons la situation de ces jeunes et on essaie pour ça je dis il est temps de réformer. Comment vous allez le revoir en matière de rémunération? Non là ça on peut pas. Parce que ce n'est pas un contrat de travail, c'est pas comme le CTA. Non, c'est pas comme le CTA. On est en train de faire un travail, de créer des passerelles entre ces gens-là qui sont au niveau de l'administration de DIP et vers l'entrepreneuriat. Encourager ces jeunes à se prendre en charge, à créer leur propre micro-entreprise et peut-être soit en coopérative, 2-3 jeunes créent leur micro-entreprise ou ils créent son micro-entreprise et le recrutement maintenant, tout nouveau recrutement maintenant dans le classique normal, on doit prendre de ces 400 000 qui sont toujours dans le pipe. Donc on essaie de réduire ce nombre au maximum. Maintenant, le dispositif, pourquoi nous insistons sur l'entrepreneuriat? Le dispositif ANSEJ et CNAC a démontré que c'est une réussite totale. On a à peu près plus de 500 000 micro-entreprises financées depuis sa création. Entre les deux dispositifs. Entre les deux dispositifs qui ont créé à peu près 1 200 000 postes d'emploi au démarrage. Maintenant, après les enquêtes qu'on fait, notre micro-entreprise commence avec 1-2 postes d'emploi, puis après elle arrive à 8-7, donc ils ont dépassé les 2 millions Alors là encore, postes d'emploi. Il y a des doutes toujours, des remises en question sur le taux de mortalité de ces entreprises dont vous parlez. Votre département parle de 10%, pas plus de 10% de mortalité de ces entreprises. Ailleurs, dans la presse notamment, on voit des taux beaucoup plus élevés et aussi le taux de recouvrement sur lequel il y a une forme de doute ou d'opacité, puisqu'on parle d'un taux alarmant de non-recouvrement. Écoutez, madame, ceux qui doutent, je leur demande, est-ce que, premièrement, est-ce que c'est des spécialistes? Est-ce qu'ils ont fait une enquête? Est-ce qu'ils ont fait un sondage? Est-ce qu'ils sont venus au niveau de l'ANSEJ, de la CNAC, ils ont demandé des documents pour vérifier? Quand on parle de recouvrement, c'est nom, prénom et montant versé à la banque. On ne peut pas tricher sur ça. Quand on a vu beaucoup de jeunes dans les régions, certaines régions du pays, demander l'effacement de leurs dettes. C'est les 14%. Le taux de recouvrement, il est 84%. Les 14% qui ont des difficultés à payer ou des micro-entreprises qui ont échoué. Donc ça, c'est ces gens-là qui demandent l'effacement des dettes. Peut-être on peut parler tout à l'heure de l'effacement des dettes. Moi, je parle de taux de mortalité, madame. Comment on le calcule, nous? C'est simple. Au niveau du dispositif, il est stipulé après 3 échéances non honorées, la banque dépose le dossier de l'entreprise au niveau de fonds de garantie. C'est-à-dire cette entreprise, elle n'arrive pas à rembourser, donc elle risque d'être dissoute. Donc, le nombre de dossiers déposés au niveau de fonds de garantie ne dépasse pas les 10% des entreprises financées. C'est comme ça qu'on a arrivé. Alors, pour ceux qui disent que ce sont des dispositifs trop coûteux aujourd'hui, notamment par rapport à la situation financière que connaît le pays. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est ce que vous dites ce soir. Pourquoi? Parce que ces dispositifs,
l'ONSEJ et la CNAC, ce n'est pas des dons, c'est un prêt. Donc les gens remboursent les jeunes. Maintenant, on est arrivé à plus de 50%, peut-être plus, des micro-entreprises financées. Ils ont été financés par le produit de recouvrement, donc on ne sollicite plus le trésor public. C'est une réussite totale. Pour cela, je dis maintenant, la solution pour régler le problème de l'emploi des jeunes, c'est aller vers l'entrepreneuriat. Et quand on sait qu'il nous faut plus d'1 million d'entreprises pour que notre économie soit compétitive et qu'elle soit diversifiée, donc le terrain, il est vraiment, vraiment encore vierge. Alors, on parle aujourd'hui, on va un petit peu avancer rapidement, d'une évolution qualitative sur l'octroi des crédits ENSEJ notamment. Est-ce qu'il y a une diminution, notamment pour l'année 2017, 2016, 2017, où il n'y a pas eu vraiment les chiffres des dossiers traités par rapport à l'ENSEJ? On dit qu'il y a une baisse, très significative. Il y a une baisse très significative par rapport à 2013, 2012, 2014. 2012 où il y a eu le pic, en fait, parce que, premièrement, la baisse, elle est due à la saturation de certaines activités. Les activités de service, oui, les jeunes. Notamment. Voilà. Donc il y a une saturation. Deuxièmement, on a constaté, il faut le dire, on a appris de nos erreurs, que l'accompagnement pendant la création de l'entreprise, il n'était pas vraiment à la hauteur. Donc il y a une formation des accompagnateurs. Donc on est maintenant plus exigeant sur la formation, sur la qualification, sur on voit, est-ce que le jeune, il est vraiment animé avec cette culture d'entreprendre, parce que c'est la base de réussite. Donc tout ça a fait que le nombre de micro-entreprises... Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, on prévoit 23 000 micro-entreprises pour cette année, par rapport aux dossiers qui ont été validés entre l'ONSEJ et la CNAC. Alors, on va terminer, il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission. On va parler de sécurité. Raison, ça passe vite. Ça passe très vite, effectivement. Hein? On va parler de sécurité sociale. Alors, on le sait, aujourd'hui, notre système de sécurité sociale arrive à essoufflement, à épuisement à plusieurs niveaux. D'abord avec la fraude, dont vous avez d'ailleurs parlé, plus de 14 millions de faux arrêts maladie en 2017. Ouais. La branche des retraites aussi très déficitaire. On parle depuis un moment de la réforme de ce système de sécurité sociale, mais elle ne vient pas, cette réforme. Non, pour quelle raison? Si, on est en train de réformer. Ce qu'il faut savoir, que le système de sécurité sociale algérien couvre les 9 risques prévus par l'Organisation internationale de la santé. Donc ça, c'est très important. Le système de sécurité sociale algérien... ces recettes, ils sont basées sur la cotisation des travailleurs. Donc, quand on a moins de travailleurs qui cotisent, donc automatiquement, ça se répercute sur l'équilibre financier du système de sécurité sociale. Le système de sécurité sociale, il y a la branche retraite qui prend à peu près 18,75% de taux de cotisation. C'est là qui a provoqué à peu près qui a provoqué le déséquilibre financier du système de sécurité sociale. C'est par l'intervention de Trésor public pour l'année 2018, oui, avec un apport de 500 milliards de dinars. On ne pouvait pas payer les retraités. Compliqué. Alors, est-ce qu'il y aura des décisions difficiles à prendre, et est-ce qu'on y pense déjà? Certains parlent par exemple de la suppression du tiers payant. Est-ce qu'on pourrait aller vers des mesures pareilles? Peut-être mieux le contrôler. Si vous avez suivi dernièrement, donc les responsables des caisses de sécurité sociale interviennent dans les médias pour expliquer, parce que quand on voit ce que paye ce que rembourse la sécurité sociale, par exemple, rien que pour les frais pharmaceutiques, c'est presque 194 milliards. Près de 200 milliards, oui. Ah, 190. Si on parle des frais d'hémodialyse, c'est à peu près 10 milliards de dinars. Si on parle des frais de chirurgie cardiovasculaire, c'est à peu près 3 milliards de dinars. Alors, concrètement, monsieur le ministre, quelles sont les mesures qui vont être prises prochainement? Maintenant, les mesures, ce qu'il faut, premièrement, renforcer le contrôle médical et le contrôle des déclarations. Donc il y a un travail, on est en train de former nos agents, on augmente le nombre de contrôleurs, et c'est ça qui nous a permis de diminuer un peu dans le remboursement des congés de maladie. Donc il y a à peu près sur à peu près les 20 milliards de dinars, donc de remboursement de à peu près 14 millions
de nombre d'indemnités journalières remboursées qui représente à peu près 16 milliards de dinars. Donc, le contrôle donc, sur tout ce qui est congé maladie. Il y a aussi le contrôle de remboursement des médicaments. Donc, on a constaté que certaines utilisations fraudeuses concernant la carte Chifa, donc là aussi, on a un nombre de cartes Donc, c'est là que vous allez agir, récupérer... Ah oui, dans le contrôle. Dans le contrôle. Maintenant, il y a un deuxième travail, c'est le recouvrement. Donc, les entreprises qui déclarent, qui sous-déclarent. Là aussi, il y a un travail qui se fait envers ces entreprises. Et aussi, on est en train de réfléchir, peut-être à long terme, de revoir les paramètres de retraite, les paramètres de... Heureusement, on a pris la décision d'arrêter la retraite par anticipée, parce qu'actuellement, le déficit de la retraite, de la branche retraite, qui est à peu près de 400 et quelques milliards de dinars, c'est le montant des gens qui sont sortis avant 60 ans. Très bien. Et qui ont une moyenne d'âge 53 ans. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut consulter bien sûr nos partenaires sociaux, le partenaire économique. Donc il faut consulter les spécialistes. Et si on fait quelque chose, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc mais là, on est récupérer l'argent qui est en fait dilapidé. Délapidé, voilà. Lutter contre le travail informel, ça aussi, c'est une forme pour diminuer le déficit de la caisse de sécurité sociale. Très bien. Et aussi sensibiliser le citoyen que si la caisse de sécurité, si le système de sécurité sociale tombe en faillite, oui. C'est tout la politique sociale du pays qui tombe en faillite. Alors, juste un mot, et on terminera là-dessus, sur la commission d'experts chargée de proposer la liste des postes de travail représentant donc une haute pénibilité qui a été installée en janvier. Quand est-ce qu'elle pourrait rendre ses premiers résultats? Est-ce qu'il y a une sortie du tunnel? Non, c'est pas un tunnel. Il travaille en plein air. Donc c'est une commission constituée d'experts et de scientifiques, ce qu'il faut savoir. Sa première mission, c'est d'arrêter les paramètres et les modalités. Comment on va décider que ce travail est très pénible et ce n'est pas très pénible. Donc ils sont en train de travailler. Il n'y a pas de délai? Non, il n'y a pas de délai, parce que c'est un travail de conception, c'est un travail de recherche. Mais les négociations doivent être assez âpres, on l'imagine? C'est après les négociations, bien sûr, c'est normal. Chaque secteur, chaque organisation, elle va défendre son secteur pour dire que ce travail est pénible. Donc ils sont en train de travailler. Une fois ils vont arrêter les critères qui permettent d'arrêter la liste de travail très pénible. Et là, on va essayer de négocier avec les secteurs. Et puis, il y aura un débat au niveau de la société. Et il va passer devant la PN. Donc, c'est un travail vraiment qui va prendre beaucoup de temps. De longue haleine. Monsieur Morad Zembali, je rappelle que vous êtes le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on était... Eh bien, je l'espère pour les téléspectateurs qui vont trancher pour vous. Alors, merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le replay de l'émission vous sera proposé sur notre page Facebook, notre invité-Canal Algérie. Elle sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.